de nous suivre sur la matinée économique en direct de Nice. Merci David Lacomblet d'être avec nous. Vous êtes président de la Villa Numéris. Et vous allez nous parler du jumeau numérique et de Saint-Omer. Merci de m'accueillir. Mon nom est David Lacomblette, David_Lacomblette sur à peu près tous les réseaux sociaux, même TikTok, hein, c'est vous dire. Et je préside effectivement un think tank, la Villa Numéris, qui promeut un modèle humain du numérique, qui travaille essentiellement sur les nouvelles formes de travail, sur les nouvelles formes de mobilité et sur la confiance dans l'outil numérique, et en particulier dans la lutte contre les fake news, avec l'idée de montrer ce que l'on fait. Avoir des idées, c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est mieux. Et c'est pour ça que je dirige également la station de Saint-Omer, dont vous venez de voir quelques images de présentation. Alors, nous sommes à Nice, mais si vous prenez une diagonale et que vous remontez tout en haut de la France, vous arriverez dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer, qui a un gros point commun avec Nice. Il y fait toujours beau. Au-delà, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu, un espace d'innovation et de travail, avec une gare ferroviaire à l'intérieur. On y travaille, on y invente, on y apprend, on se forme, on y partage avec une ambition d'avoir une idée par jour, rien de moins, mais avec cette ambition d'être dans la marche du monde sur un territoire qui compte à peu près 150 000 habitants, et pour montrer qu'il y a autre chose, d'autres voies à explorer, que chacun peut prendre aussi en main son propre destin, pour peu d'avoir été formé aux outils du numérique, pour peu d'en acquérir les codes et l'esprit, parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, si vous n'avez pas un téléphone mobile, un ordinateur et une capacité de l'utiliser, vous risquez le déclassement. Et tout à chacun est propriétaire de sa formation, mais en aucun cas de son travail. Et donc il revient à chacun de se former aux nouveaux usages et aux nouveaux outils. Et notre affaire est plutôt bien embarquée pour une raison simple, c'est que tout le monde est à bord. Les élus, les chefs d'entreprise, le monde académique, les lycées, les universités et les usagers. On a vraiment construit avec eux l'offre pour mieux les servir, répondre à leurs demandes, répondre à leurs besoins. Et nous existions avant même d'exister. On avait créé un atelier de préfiguration devant l'espace même de ce qui était historiquement la gare de Saint-Omer, 3500 mètres carrés, que nous avons investi de nos espaces. Et d'ailleurs, on reloue à la SNCF une partie de cette gare, parce que même si je vous disais qu'il fait toujours beau à Saint-Omer, depuis 10 ans, les voyageurs attendaient leur train dehors. Ils ont pu reprendre possession de leur gare. Et en quelque sorte, nous avons fait une forme de modélisation avant l'heure. Et d'ailleurs, on pouvait visiter cet espace avec des lunettes en 3D et avoir une idée de ce que serait l'outil, cet espace, une fois qu'il serait ouvert. Parce que la modélisation, c'est bien ça, c'est d'incarner des choses qui ne sont pas encore nées, que ce soit des bâtiments, que ce soit des relations, que ce soit des flux. On modélise même des hommes. Et d'ailleurs, ça sera demain des grandes révolutions en matière médicale. Plutôt que d'opérer un homme en ne sachant pas où exactement il faut aller opérer dans son corps, mais on peut peut-être s'entraîner une fois avant sur un jumeau numérique, et donc gagner du temps et gagner aussi à la fin de l'argent. Alors si Laurence Bottero et Jean-Christophe Tortora m'ont proposé d'intervenir ce matin, et je les en remercie chaleureusement, c'est bien pour parler de ces jumeaux numériques qui constituent la saison de travail de la Villa Numéris. Alors, je ne vais pas vous parler de l'avenir des villes et des villes du futur, parce que, un, je ne suis pas Madame Soleil, et que, deux, la ville du futur, elle se construit au quotidien avec les habitants. On ne va pas changer une fois d'un coup d'un seul les villes, et c'est bien les interactions, les humains et leur intelligence qui font que la ville de demain est déjà présente. La Smart Cities existe. Il n'y a rien de plus intelligent qu'une ville, que des flux, que des circuits entre les habitants eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'une ville est compliqué à comprendre et complexe à gérer. C'est quoi Nice? Est-ce que c'est la frontière historique? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que ce sont les montagnes au loin?
Alors de l'autre côté, c'est un peu plus facile, il y a la mer. Mais on voit bien que pour ces habitants, immédiatement, quand ils doivent se présenter, surgit une première difficulté. C'est la même chose dans toutes les villes de la planète. Et c'est bien pour ça que c'est difficile aujourd'hui à gérer pour ceux qui ont la charge d'être élus et d'être à leur tête. Et c'est bien pour ça que les villes vont devoir se dédoubler, me semble-t-il, parce que la crise le commande. Et c'est vrai qu'avec l'émergence des jumeaux numériques, on va pouvoir fluidifier les villes, anticiper les travaux et finalement offrir un cadre de vie plus agréable aux citoyens. Il faut bien voir que plus de la moitié de l'humanité vit dans une ville aujourd'hui. On sera à 2/3 à l'horizon de 2050. Et c'est vrai que les villes ont bon dos actuellement, il faudrait les fuir parce qu'elles sont très associées à la propagation du coronavirus depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'on l'a bien vu pendant le confinement et on le voit encore aujourd'hui avec cet objectif d'éloigner finalement les êtres les uns des autres. Il faut bien trouver aussi des moyens de les réapprocher et c'est en cela que le numérique permet de retisser des liens à certains moments. Et c'est toute l'ambition, la charge également lourde des maires que de le permettre et de remettre l'échange social tout en conservant des distances physiques en matière de mobilité, en matière d'aménagement, en matière de logement également, en matière d'alimentation. Les sujets sont multiples et variés. Alors, je ne crois pas beaucoup en l'exode urbain dont on parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, il faut bien voir que vivre à la campagne est moins écologique que vivre en ville. Le bilan carbone y est plus élevé, ne serait-ce que parce que vous devez prendre une voiture pour vous déplacer, que vous n'avez pas d'isolation hors de salle que vous mettez sur les murs, alors que quand vous empilez finalement les appartements en ville, vous êtes chauffé aussi un peu par vos voisins. Et donc ce bilan carbone est plus élevé à la campagne et ce serait un mirage que de poser un acte militant et écologique en voulant partir à la campagne. C'est bien pour ça d'ailleurs je pense que la métropolisation va se poursuivre au cours des années qui viennent pour plusieurs raisons, parce que les villes sont la promesse de concentration de richesses économiques, de richesses intellectuelles, éducatives. Les parents viennent en ville pour y inscrire aussi leurs enfants dans les meilleures écoles, il ne faut pas se le cacher. Et donc effectivement, tout ça à faire que la ville va continuer de croître dans les années qui viennent et d'être le moteur de l'activité. Il faut bien voir que 80% de la richesse mondiale est produite dans des villes qui concentrent 54% de la population aujourd'hui. Mais c'est vrai que le Covid-19 s'est autrement plus propagé dans les villes et encore plus dans les quartiers populaires, ne serait-ce que parce qu'il y avait de la promiscuité. Et ce sont bien des questions auxquelles on va devoir s'attaquer, parce qu'il faut bien voir aussi ce paradoxe que ceux qui ont maintenu leur activité pendant le confinement, ceux qu'on appelait les premiers de corvée, étaient présents, et ce sont ceux qui habitaient le plus loin des centres-villes, réservés à des personnes qui, elles, travaillaient en télétravail. Et on le voit bien, la ville du quart d'heure, telle que la défendait encore tout à l'heure Carlos Moreno, est réservée à cette élite finalement qui peut en bénéficier au risque de rejeter les plus pauvres au banc de la cité. D'ailleurs, le banc de la cité, c'est la définition même, l'étymologie de la banlieue. Et la ville ne peut vivre, ne peut s'oxygéner que de ces diversités, au risque de laisser pour compte des personnes sur le bord de la route et de faire beaucoup de déçus. Alors les bonnes recettes sont connues. Leur temps de mise en œuvre risque d'être malheureusement un peu plus long encore que de trouver un vaccin contre le Covid-19 dès lors qu'on veut répondre à des injonctions fortes de nos concitoyens qui passent avant tout par l'écologie de soi-même. Écologie de soi-même, c'est du bien-être, c'est un accès aux soins, c'est une alimentation saine et un respect bien sûr de l'environnement.
Et c'est en ça que des lieux intermédiaires comme je vous le présentais tout à l'heure et comme ce que l'on fait à Saint-Omer sont intéressants, parce que c'est la promesse aussi pour des personnes d'économiser 1, 2, 3, voire plus de jours par semaine. Et aujourd'hui, notre travail est d'aller convaincre leurs employeurs que de laisser leurs employés, collaborateurs à distance. Et il faut bien voir que c'est aussi une marque de confiance. J'ai confiance dans la qualité de mes collaborateurs suffisamment pour ne pas les avoir sous les yeux et regarder ce qu'ils font en permanence. Ce qui compte, c'est la qualité de ce qu'ils vont faire. Et ça tiendra aussi de ma capacité, finalement, en quelque sorte, de manager à bien montrer la route et être clair dans les objectifs que je leur assigne. Et je n'ai pas besoin de les avoir sous les yeux. Alors c'est vrai qu'on est dans un pays qui aime bien le présentéisme, qui a une culture pyramidale des entreprises. Et c'est là aussi où on doit faire évoluer les mentalités. Et by the way, la crise y contribue actuellement. Je parlais de solutions, on l'a bien vu avec le coronavirus. On est dans une ville, je crois, Nice, qui a réussi à développer en quelques mois autant de kilomètres de pistes cyclables qu'il l'avait prévu tout au long de la mandature qui allait suivre. On l'a bien vu aussi dans une ville comme celle-ci, toutes les difficultés que ça pouvait gérer dans des grandes artères où d'un seul coup, vous retiriez une bande de voitures pour mettre une bande de vélos. On le voit à Paris aussi, avec une rue comme une artère qui est celle de la rue de Rivoli, qui était historiquement une des rues les plus passantes en voiture et qui aujourd'hui dévolue au transport collectif en bus ou sur des mobilités douces à vélo ou en trottinette. Et bien sûr que ça crée tout de suite des conflits parce que tout le monde ne le voit pas nécessairement d'un bon œil. Alors c'est vrai que la crise ne nous a pas permis, dans tous ces exemples, de prendre le temps de la discussion, de prendre le temps de la concertation, de l'échange. La réalité, c'est qu'on a tous du mal à se projeter dans des projets. Si je décide de construire un tramway dans la rue qui passe devant cet immeuble, entre le moment où je vais le décider et le moment où je vais devoir le construire, il va se passer 15 ans. 15 ans de concertation, de travaux, de mobilisation, ne serait-ce que financière pour y arriver. Et autant vous dire qu'on est assez peu nombreux à se projeter à 15 ans et se dire que ça sera peut-être utile, intéressant pour notre bien-être. Et c'est là où le fait de mobiliser tous les acteurs de la chaîne, de modéliser ce que ça sera, est aussi une manière de faire rentrer finalement dans un projet un peu plus incarné que des dires, que des architectes, qui finalement viendraient aussi parfois sur des tribunes, parce que quand on parle de concertation, souvent c'est la population qui est invitée à venir écouter les architectes et à poser une ou deux questions, et régler aussi un tant soit peu leur compte au passage, mais on n'est pas dans une co-construction. Et aujourd'hui, nos concitoyens sont prêts à cette co-construction parce qu'ils le font tous les jours, ils le font dans leur travail. Quand on parle de coworking, crowdfunding, crowdsourcing, on est dans cette co-construction. Ils le font à longueur de journée via les réseaux sociaux, quand je partage des bons plans avec mes amis, quand je travaille à distance par des plateformes de collaboration, je suis dans la co-construction. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bien loti dans l'espace public. Je crois que nous y sommes absolument prêts aujourd'hui. Effectivement, faut-il allier et accepter d'allier ce qui est du ressort du vivre ensemble, du travail et de son habitation demain, et de prendre cette complexité forte que sont les villes en matière d'infrastructure, en matière de relations, en matière de flux. Les industries connaissent déjà les techniques de modélisation. Aujourd'hui, en Chine, vous construisez des centrales nucléaires qui sont livrées au jour près. Alors, ça laisse rêveur au pays de Flamanville, mais grâce à l'appoint d'ailleurs de technologies européennes avec des champions que sont Dassault Systèmes, SAP, vous avez un chantier qui est défini et vous avez déjà prévu les erreurs critiques qui vont pouvoir se présenter. Et le jour où elles se présentent, vous n'arrêtez pas le chantier, le temps de se dire comment vous allez les réparer. Vous savez les réparer parce que vous l'avez
anticipé. Et donc, vous n'êtes plus uniquement dans un chantier séquentiel qui fait que vous prenez autant de temps de retard à la fin. Et donc, vous prenez moins de temps, vous économisez le denier public. Et on voit bien dans cette période de crise, de cette exigence sur le moindre euro qui est investi et on veut un retour sur investissement, effectivement, ça peut être une solution technologique, innovante, intéressante pour construire nos villes. Et je ne dis pas qu'il faille construire des cathédrales numériques. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de Smart Cities, parce que la Smart Cities est un concept qui enferme un peu. On craint le ghetto numérique. Au contraire, il faut créer du lien entre des territoires, il faut les connecter. Et le numérique peut le permettre. Pour finir, je vous enverrai, et vous trouverez les liens sur Internet, du côté d'Ivry-sur-Seine, c'est de l'autre côté du périphérique à Paris, sur une agrocité qui s'appelle Gagarine-Troulot, et qui mise sur un passé maraîcher de ce qui était un quartier à l'époque, qui est devenu un éco-quartier, et qui mise sur la mise en commun des ressources. Et une Smart Cities n'a pas besoin de commencer sur un paysage global. Ça peut être demain un jardin partagé, et ça sera la première brique de la Smart Cities. On n'a pas besoin de surinvestir non plus dans des logiciels qui vont alourdir vos travaux. Cette cité Gargarine, à l'époque, elle s'est construite avec les habitants à qui on a donné un jeu de Lego. On leur a dit, voilà, des Legos, c'est l'équivalent de 165 000 carrés. Et on vous demande de les mettre dans 50 000 mètres carrés disponibles. Et ce sont les habitants qui eux-mêmes ont pris les Legos et qui se sont aperçus de la difficulté qui est celle des architectes, des opérateurs, des maires, à faire rentrer finalement beaucoup de monde, beaucoup de choses dans de petits espaces. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui des villes et des élus qui les dirigent. Pour finir, et on l'a bien vu à la faveur de la crise sanitaire, les maires ont une fois de plus affirmé leur statut et leur talent si particulier de véritables entrepreneurs des territoires, d'architectes et de chefs d'orchestre, mais un orchestre qui peut parfois sembler un peu polyphonique, mais dans lequel chaque habitant a sa place et le numérique ne vaut que s'il engage chacun et qui s'y permet de mieux vivre ensemble. Merci pour votre attention et je vous propose de poursuivre la discussion bien sûr via les réseaux sociaux en particulier et dans la tribune. Merci beaucoup David. Restez avec nous, nous revenons avec un débat sur la 5G, stop ou encore. À dans quelques minutes.